Je reprends quelques généralités, parce que c'est difficile de commencer un cours sans ça, mais je sais que vous en avez déjà parlé. Donc l'hormonothérapie d'affirmation de genre a deux buts. Le premier, c'est de bloquer les hormones du sexe d'origine, et le deuxième, c'est d'administrer les hormones du genre choisi. C'est une prescription qui est hors AMM, il faut le savoir, mais en fait, on est couvert par toutes les recommandations européennes, internationales et françaises récentes. Et c'est un traitement que ces personnes vont prendre sur le long cours. Alors après, ça dépend, il y a certaines situations où ils décident de l'arrêter plus tôt, mais il faut leur dire que c'est un traitement à prendre sur le long cours, donc ça nécessite quand même un suivi avec un médecin sur le long cours. Les femmes trans, elles vont avoir donc un anti-androgène jusqu'à une possible chirurgie qui sera l'orchidectomie, où on enlève les testicules, on enlève la source de testostérone, on n'a plus besoin d'anti-androgène. En France, on a trois possibilités. En réalité, on utilise plutôt l'acétate de cyprotérone à dose de 25 mg par jour ou les analogues de la GnRH. La spironolactone aussi, mais c'est un peu plus une prescription américaine quand même. Associé à cela, on va leur apporter des oestrogènes. Donc les oestrogènes, c'est sur le long cours, c'est pas à vie. Moi, souvent, je leur dis, arriver à un âge théorique de ménopause, 55, 60 ans, un peu plus que la ménopause, on a pour habitude de diminuer, voire d'arrêter l'œstrogénothérapie. De toute façon, une fois qu'elles sont opérées ou si elles bien les anti-androgènes, il n'y aura pas de risque de revirilisation. En revanche, le risque cardiovasculaire semble augmenter si on fait une extrapole avec ce qui se passe chez la femme cisgenre. Vous savez qu'on peut utiliser, enfin, on utilise de la 17-bêta-œstradiol, pas d'éthylylœstradiol dans cette situation-là, et que dès qu'il y a un facteur de risque cardiovasculaire, on va privilégier le transdermique. Il n'y a aucune étude dans la littérature qui montre que la voie transdermique ferait moins bien que la voie Péros ou la voie injectable. Et c'est vrai que nous, on n'a pas trop la voie injectable en France de toute façon. En tout cas, à l'heure actuelle, ça, c'est une chose qu'il faut quand même bien avoir en tête et que vous pouvez aussi dire aux personnes que vous verrez en consultation, c'est que la médecine trans, elle se développe actuellement. Et donc, probablement que nos connaissances actuelles, ça ne sera pas les mêmes dans 15 ans. Et donc, notre pratique sera différente dans 15 ans. Mais à l'heure actuelle, on fait avec ce que l'on sait et toujours avec la balance bénéfice-risque. Et donc, je pense qu'il faut quand même privilégier la voie transdermique si au moindre doute. L'idée chez les adultes, c'est d'avoir un oestradiol entre 100 et 200 pg par ml et une testostérone qui est freinée. 100 et 200 pg par ml, c'est assez élevé et vous voyez, on ne reproduit pas exactement le cycle d'une femme cisgenre puisqu'il n'y a pas la cyclicité de l'œstradiol que l'on peut voir dans un cycle menstruel normal. Les hommes trans, ils seront traités, donc on peut leur apporter des progestatifs, des microprogestatifs généralement pour arrêter les saignements. Mais s'ils ne le souhaitent pas, les androgènes au long cours en fait suffisent pour bloquer le fonctionnement ovarien, ou du moins bloquer les règles et apporter la testostérone pour la virilisation souhaitée. En France, il y a deux possibilités. La voie injectable, c'est la voie classique, soit l'androtardil, une injection mensuelle, soit la testostérone Bezin, qui est le générique de la testostérone Nebido, disponible depuis 1 an et quelques maintenant, et qui est une injection tous les 3 mois. Cette injection, on pourra en reparler, elle est intéressante parce que ça fait plus que 4 injections dans l'année. Après, on injecte 4 millilitres, donc c'est quand même beaucoup plus long et plus conséquent que l'androtardil où c'est un seul millilitre. D'autant plus que c'est vraiment huileux et donc il faut faire tout doucement. Il faut injecter sur au minimum 2 minutes, voire plus, pour éviter les complications, en particulier l'embolie graisseuse. Il existe aussi la voie percutanée, honnêtement, moi je la prescris quasiment jamais parce que c'est pas remboursé, c'est cher. Mais dans certaines situations, en particulier chez les personnes plus âgées ou alors qui auraient vraiment une contre-indication à la voie injectable intramusculaire, ça peut être une aide. L'idée, c'est d'avoir un pic de testo entre 3 et 7, 4 et 8, 3 et 8 en fonction des recos que l'on choisit. Et ça en milieu de dose, entre 2 injections de ou en fin de dose de testostérone Bezin. Et évidemment, avoir un œstradiol qui est bas en regard d'une aménorrhée. On va surveiller, donc c'est pareil, ça je pense que vous l'avez vu tout à l'heure. Donc normalement, la première année, c'est des consultations qui sont recommandées tous les 3 mois, puis 1 à 2 fois par an lorsque tout est bien stabilisé. On va surveiller les hormones, on va surveiller la prolactine, ça traîne encore dans les recours, on en a parlé juste avant. Pour les femmes trans,
Il faut surveiller à partir de 50 ans le risque de cancer de la prostate, on va en parler après, avec le PSA. Et chez les hommes trans, on va surtout s'intéresser à la polyglobulie induite par la testostérone, et donc on va surveiller la NFS, ainsi que le bilan hépatique qui peut être perturbé avec la testostérone. Il va falloir surveiller aussi les effets métaboliques des traitements, le poids, la pression artérielle, la glycémie, le bilan lipidique, et il y a aussi toute la question sur l'os et le cancer. Bon, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le suivi gynéco. Eh bien, il y a quand même pas mal de choses qui sortent. Là, quand vous voyez PubMed, là, vous voyez comment ça explose. C'est vraiment exponentiel, les nombres de publis quand on tape gynécologie et syndrome d'heure sur PubMed. Donc, cette étude, elle se construit là en même temps que nous, en même temps que les patients et nos prises en charge. Et donc, je pense qu'il y a différentes choses auxquelles il faut penser. Chez les hommes trans, on va parler cancer du sein, de l'utérus, de l'ovaire, HPV, on en a un petit peu parlé juste avant, contraception également, gestion des saignements également, et douleurs pelviennes. Chez les femmes trans, c'est plutôt cancer du sein, prostate, parce qu'en fait, même si on fait une vaginoplastie pour diminuer la morbidité chirurgicale, en fait, ils ne vont pas toucher à la prostate. Donc, ça va être des femmes qui vont garder leur prostate. Et on commence le cas clinique. Alors, on commence par un homme trans de 24 ans qui est hormoné depuis 3 ans. Et il vient parce qu'il a des douleurs pelviennes et des saignements depuis 3 mois. Il n'a pas d'antécédents particuliers. Et il a comme traitement une demi-ampule d'androtardil toutes les 3 semaines. Qu'est-ce que vous faites? C'est un peu la même question que avec Clémence. Alors moi j'ai mis un... Alors, par le coup, moi c'est pas très malin, mais j'ai mis un... Comment ça s'appelle? Un timer. Donc il faut répondre vite. Je suis désolée. Je l'enlèverai la prochaine fois. Non, ça va. Vous jouez bien le jeu, c'est cool. Ok. Désolée pour celles ou ceux qui voulaient encore voter. Je ne suis pas encore tout à fait parfaite sur Google Clap et donc j'ai encore laissé ce truc-là. Bon. Eh bien, tout à fait. Donc, on va l'interroger. On va surtout l'interroger et regarder l'observance du traitement. Bien sûr qu'on peut l'examiner. Bien sûr qu'on peut faire un prélèvement vaginal. Les bêta-HCG, on en a parlé avant avec Clémence. Je pense qu'il faut faire confiance aux patients. Mais en fait, franchement, un bêta-HCG, ça coûte pas grand-chose. Et je pense qu'on a toutes des histoires où non, c'est sûr, je suis pas enceinte. Et en fait, les bêtas sont positives. Donc voilà, les bêta-HCG, ça peut être... pas grand-chose mais utile. On pourra envisager une échographie pelvienne, bilan d'hémostase et surtout dosage de la testo. Quelles questions lui posez-vous? Oh là là, je peux pas bloquer ça? Ah, mais je peux remettre après. Qu'est-ce que vous avez posé comme question? Ok, s'il a fait sa piqûre. D'androtardil, ouais. Ouais, super. L'observance, c'est bien, mais demandez carrément de quand date la dernière injection. Est-ce qu'il y a des risques de grossesse? Je pense que c'est clair. Faut demander.
La rythmicité, c'est intéressant, ça aussi, effectivement. Rythmicité, oui. Est-ce que c'est en fin de dose d'androtardil qu'il saigne? Est-ce que c'est tout le temps? Ça, c'est intéressant. Ok. Donc, vous avez demandé de quand date sa dernière injection. Il vous dit ça fait plus de 4 semaines parce qu'il a plus d'ordonnance. Bon, ça c'est déjà quelque chose dans votre tête qui vous fait penser à peut-être un saignement par diminution de la testo et reprise d'un fonctionnement ovarien. Est-ce qu'il ressent un effet fin de dose? Est-ce que généralement il sent qu'à la fin là, il lui faut vraiment sa piqûre ou pas? Il vous dit que oui, que vraiment les quelques jours avant l'injection, il est généralement fatigué, il a le moral dans les chaussettes et vraiment l'injection lui fait du bien. La durée et l'abondance des saignements, j'ai vu que vous aviez parlé de caractériser les saignements, donc il vous dit depuis 3 mois il saigne, de temps en temps c'est quelques traces, de temps en temps c'est vraiment comme des règles. Ça peut saigner n'importe quand, il n'a pas remarqué de cyclicité par rapport aux injections d'androtardil. Il ne prend pas de traitement. Il vous dit non, il n'y a pas de risque de grossesse, mais finalement, il a quand même eu des rapports avec un homme cisgenre, c'est possible, et risque d'IST, oui, peut-être, c'est possible. Il ne souhaite pas être examiné, il a une fréquence cardiaque normale, une pression artérielle normale, il n'a pas de signe d'anémie. Bon. Quelles sont vos hypothèses diagnostiques chez cet homme trans qui saigne, qui a une observance moyenne, qui a quand même potentiellement des rapports à risque de grossesse? Super. Super. Bon, ça peut être tout, hein. Je pense qu'effectivement, on pense tous plutôt à une mauvaise observance de l'hormonothérapie, mais je pense qu'on ne peut pas éliminer les autres étiologies, et donc il va falloir aller un peu plus loin. C'est super. Donc vous avez fait les bêtas qui sont négatifs, vous avez fait un PV qui est négatif, vous avez fait une écho pelvienne quand même, parce qu'il a été hormoné depuis 3 ans et ça se passait très bien, et que là, il se met à saigner. Bon, certes, il a un peu décalé son androtardine, mais quand même, on peut se poser la question de comment est son endomètre, on pourra en reparler par la suite. Il a des ovaires multifolliculaires, ce qui n'est pas étonnant en fait, sous traitement par testostérone chez les enfants, c'est assez classique. Et il a une testostérone en fin de dose à 0,9, donc clairement basse. Qu'est-ce que vous pouvez lui proposer? D'augmenter la dose d'androtardil, de rapprocher les injections d'androtardil, de prendre une pilule, de prendre une pilule œstroprogestative, un microprogestative ou de faire une hystérectomie. Ah non, ça continue, allez-y, notez. Peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas du tout quoi lui proposer. Ok, bon, ça se stabilise. Eh bien, toutes les possibilités, toutes les réponses sont possibles en réalité, hein. On peut tout lui proposer. Je pense que la première chose à faire, effectivement, puisque on a l'impression qu'il y a eu une mauvaise observance de l'androtardil et que c'est pour ça peut-être qu'il s'est mis à saigner, on peut essayer d'adapter la dose androtardil ou de rapprocher les injections. C'est deux possibilités pour permettre d'avoir un taux de testostérone un peu plus stable et un peu plus élevé sur le mois, quoi. Prendre une pilule œstroprogestative, en théorie, on pourrait, honnêtement, souvent ils ne veulent pas trop quand même, hein, les hommes trans. Ils sont plutôt partants pour prendre des microprogestatifs, qui peut être une bonne idée par rapport à son endomètre, et faire une hystérectomie. Bon, pourquoi pas, peut-être plutôt à but de chirurgie d'affirmation de genre, s'ils le souhaitent, et pas, en tout cas pour cet épisode de métrorragie, je pense qu'on peut y arriver avec notre arsenal médicamenteux, et donc on n'est pas obligé... il n'est pas obligé de faire une hystérectomie pour cela, en tout cas.
Donc finalement, vous avez augmenté la dose, soit vous lui proposez, bon, ça c'est vraiment comme lui le ressent, 3 quarts d'ampoule d'androtardil toutes les 3 semaines, ou une demi-ampoule, vous rapprochez les injections toutes les 2 semaines, et vous pouvez donner du désogestrel, qui a quand même deux effets chez lui qui peuvent être attendus positifs. L'action endométriale, hein, il a quand même un endomètre à 12 mm, et à but contraceptif, puisque potentiellement il a des rapports à risque de grossesse. Entre la première et la deuxième proposition d'augmentation de dose, il faut discuter avec les gens. Il y a des personnes chez qui les injections se passent bien, c'est pas un problème, et donc je pense que c'est un peu plus physiologique. Enfin, je pense que de rapprocher les injections sans augmenter la dose, ça permet d'éviter les variations hormonales. Mais beaucoup plus d'explications physiopathologiques à donner à l'heure actuelle. Mais en tout cas, c'est assez classique. En tout cas, les ovaires ne sont pas... il n'y a pas d'hypogonadisme hypogonadotrope évident qui mettrait les ovaires au repos. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant et pareil, hein, on ne s'explique pas trop pourquoi. Si tu doses les gonotrophines justement aux hommes trans malgré une testo qui est bien dosée, qui est bien... dont le dosage est tout à fait dans les clous, hein. Tu peux avoir des testos à 5, 6, 7 nanogrammes qui sont vraiment des testos très élevés. Et bien les gonotrophines ne sont pas freinés. Et donc probablement qu'il reste un petit résidu de fonctionnement ovarien et donc des ovaires un peu SOPK-like. Et donc ça, on l'a remarqué surtout sur les échographies et sur les pièces d'anatomopathologie après chirurgie d'affirmation. Quel mécanisme explique les saignements par sous-dosage de testostérone? Probablement que c'est une petite reprise de fonctionnement ovarien avec des œstrogènes qui vont se remettre à monter, mais en fait, il n'y a jamais d'ovulation et donc on se retrouve avec une espèce d'hypertrophie endométriale ou d'endomètre. L'endomètre ne doit pas être tout à fait normal non plus avec ces taux de testo. Ça, c'est intéressant. Encore une fois, on n'a pas beaucoup de données sur l'état de l'endomètre avec cette testo-là aussi élevée. Mais probablement qu'il va y avoir une pousse de l'endomètre, en fait, mais jamais d'esquamation. Et donc, au bout d'un moment, ça commence à saignoter. C'est pour ça que les microprogestatives ou les progestatifs peuvent être intéressants chez eux, justement pour éviter l'hypertrophie endométriale. Et je pense que j'en parle après, mais c'est pas grave, on va faire un peu dans tous les sens, c'est pas grave. Lorsque l'on regarde les pièces opératoires des hystérectomies, c'est les hommes trans qui se sont fait opérer. Jusqu'en 2017, on était obligé d'être opéré pour faire le changement d'état civil. En fait, les gens n'avaient plus leur utérus et c'est tout. Depuis même pas 10 ans, on n'est plus obligé, heureusement. Mais donc, on va se retrouver, on n'a pas trop de données sur l'utérus sur le long terme qui serait baigné par un taux de testostérone aussi élevé que ça. Donc, on ne sait pas trop quoi dire aux gens sur le risque de cancer de l'endomètre en particulier, ou même sur les ovaires, etc., sur le long terme. C'est pour ça que je vous dis, cette médecine, probablement que dans 20, 30 ans, on aura plus de données et probablement qu'on changera notre façon de faire. Mais à l'heure actuelle, on fait avec ce qu'on a. Et ce qu'on a, c'est les pièces opératoires d'Anapat. Et en gros, il y a 50% des utérus où il y a un endomètre atrophique et 50% il y a un endomètre dit prolifératif. Donc, c'est peut-être pas complètement anodin et il doit y avoir un impact de cette testostérone directement au niveau des cellules endométriales qu'on ne connaît pas trop. Mais voilà, le sous-dosage en testo, moi, je pense que c'est aussi une reprise en fait du fonctionnement ovarien avec une petite augmentation de l'œstradiol qui peut induire une prolifération endométriale. On continue. Donc ça, je pense que Clémence, elle a dû vous... D'ailleurs, je pense que c'était c'est possible que ce soit une diapo de Clémence, ça, une fois on a fait un topo toutes les deux. Bon.
L'aménorrhée, c'est quand même une des premières demandes en fait des personnes trans, des hommes trans, en particulier chez les ados, mais en fait chez les adultes aussi. Hein. Avant même de mettre un traitement par testo, etc., de leur proposer un traitement qui permettrait d'induire une aménorrhée, ça les soulage beaucoup, ça soulage leur dysphorie. C'est vraiment assez facile à faire avec un microprogestatif et ça peut vraiment les aider. Euh, Ce qu'on sait avec la testostérone, c'est que l'aménorrhée avec uniquement la testostérone, ça peut mettre un petit peu de temps à s'installer. Souvent, on dit au bout d'un an, si vous êtes, normalement, au bout d'un an, vous devriez être en aménorrhée, dans la grande majorité des cas, mais c'est un an de testostérone bien, de traitement par testostérone bien conduit, c'est-à-dire avec un dosage qui est dans les clous. Et souvent, voilà, on arrive vraiment à induire l'aménorrhée avec uniquement la testostérone. Mais on en a parlé juste avant, c'est pas contraceptif, il faut faire attention. On va en reparler par la suite. Donc, finalement, il a arrêté de saigner, très bien. Il revient vous voir 1 an et demi plus tard. Il a été opéré de sa torsoplastie, donc sa mammectomie bilatérale. Il ne souhaite pas d'autre chirurgie pour le moment. Il a rapproché ses injections. Il a une demi-ampoule toutes les 2 semaines. Ça se passe bien. Il a toujours le désogestrel. Il est en couple stable avec un homme cisgenre depuis 8 mois et il souhaite arrêter le désogestrel. Qu'est-ce que vous lui dites? Vous lui dites, ok, il prend plus rien, il est traité par ordre tardif depuis 4 ans, il est en aménorrhée, donc tout va bien. Vous lui conseillez un implant contraceptif, un dispositif intra-utérin, une COP, ou de consulter une autre gynéco parce que vous ne savez pas du tout quoi dire. Ok, très bien. Bah, toutes les contraceptions sont possibles. Il y en a marre de la contraception péreuse, donc peut-être qu'effectivement, il privilégierait plutôt une contraception à longue durée d'action. Et donc, pourquoi c'est important? Parce qu'on sait que la testo, elle n'est pas antigonotrope à 100%. Hein, je vous l'ai dit, c'est très intéressant et c'est très étonnant d'ailleurs que ces gonadotrophies ne soient pas freinées avec des taux de testo aussi élevés chez les femmes, alors que ce n'est pas le cas hein, chez un homme cisgenre que vous traitez par androtardil, par exemple, un Klinefelter, ou voilà, il va hein, vraiment, ou alors les gens qui se dopent, ils vont avoir des gonadotrophies qui seront complètement freinées. Donc, pas chez la femme cisgenre, donc pas chez l'homme transgenre non plus. Et donc, les risques théoriques de grossesse sont possibles. Et c'est pareil sur des vieilles séries histologiques, hein, sur 32 patients hommes trans qui ont été opérés dans le cadre de leur chirurgie d'affirmation de genre. Eh bien, on retrouve de temps en temps des corps jaunes récents, alors que c'est des personnes qui sont traitées depuis plusieurs années par testostérone. Bon, après, il y a aussi une action endométriale. Il faut ovuler et il faut qu'en plus l'embryon arrive à se nicher dans l'endomètre. Voilà. Mais en théorie, en tout cas, c'est une grossesse est possible. Et cette étude qui était plus récente, qui montrait en fait, il regardait le taux de métabolique de la progestérone dans les urines pendant 3 mois, tous les jours. Enfin, c'était franchement un truc qui devait être assez pénible à faire, mais bon, il y a quand même une trentaine de personnes qui l'ont faite. Et il y a une ovulation qui a été détectée sur l'augmentation de ce métabolite. Donc, prudence tout de même, car il faut leur dire, c'est pas contraceptif à 100%, et donc, en cas de rapport à risque de grossesse, eh bien, on en rediscute de la contraception. Pour le choix de la contraception, en réalité, on n'a pas de données. Il y a très peu d'études encore publiées qui permettraient de privilégier une contraception par rapport à l'autre. Et donc, toutes sont envisageables en respectant évidemment les contre-indications propres à chaque individu. Lorsque l'on déclare, je ne sais pas si ça vous l'avez déjà vu aussi peut-être, lorsque l'on regarde en fait la proportion de personnes trans déclarant avoir une contraception, finalement, on retrouve 60% des hommes trans, qui est assez proche de la population générale. Et lorsque l'on regarde quelle contraception ils utilisent, dans la grande majorité des cas, c'est les préservatifs, les DIU et les implants contraceptifs. Ce
qui est plus intéressant dans cette étude-là assez récente, c'est que finalement 16% des hommes interrogés pensaient que la testo était contraceptive. Donc ça, on peut essayer d'améliorer ce chiffre-là en transmettant l'information adaptée à notre patient, enfin, aux gens qui viennent nous consulter. Et que 5,5% rapportaient que c'était leur médecin qui leur avait dit que la testo était contraceptive. Donc ça, c'est pareil, c'est des personnes qu'on peut essayer de récupérer et, si besoin, de leur apporter une contraception adaptée. Donc par rapport à la contraception, je pense que là, vous le savez déjà, et puis on a déjà suffisamment répété avec Clémence, mais leur dire que c'est pas contraceptif à 100%, moi je l'écris dans mon dossier en fait à chaque fois, je leur dis, je leur rappelle que la contraception n'est pas efficace à 100%, que la testo n'est pas une contraception efficace à 100%. Il faut discuter avec eux de ce qu'ils veulent et pour le moment tout est possible. Honnêtement, ils privilégient quand même souvent le DIU ou le progestatif Péros. Alors, la testo n'augmente pas du tout le risque cardiovasculaire. C'est une bonne question ça, Chloé. Il n'y a pas beaucoup de données dans la littérature, encore moins chez les hommes trans. Cependant, il y a quand même quelques data quand même maintenant qui montrerait une augmentation, en particulier la pression artérielle et donc sur le long cours peut-être du risque cardiovasculaire. En réalité, les populations dans ces études, elles sont jeunes, elles sont suivies quelques années seulement, 2, 3, 4 ans, et donc finalement c'est surtout des critères intermédiaires qu'ils ont regardés. Il faudrait attendre 30 ans. Dans 30 ans, on verra si cette population fait plus d'événements cardiovasculaires. Cependant, oui, je vais parler du risque thrombembolique après. Je pense que pour la testo, c'est surtout plutôt le risque artériel avec une augmentation de la pression artérielle, avec en fait une modification de la paroi des vaisseaux et une rigidité en fait vasculaire. Ça a été montré ça avec des mesures de l'épaisseur de l'intima media ou des mesures de la vitesse d'onde de pouls. Enfin, vous voyez, c'est ce genre comment on dit, de critères composites, mais il n'y a pas de données encore sur le risque cardiovasculaire. Sauf, évidemment, des grosses bases de données, en particulier d'Europe du Nord, mais c'est des études épidémiologiques et qui montrent une augmentation de la morbimortalité cardiovasculaire chez les femmes trans et chez les hommes trans après 4-5 ans de traitement, que ce soit artériel ou veineux, et également veineux chez les hommes trans. Mais c'est des études de registre en fait, donc on n'a pas beaucoup de données particulières. On sait que l'androtardil, ça peut augmenter le risque thromboembolique chez les hommes cisgenres et donc probablement chez les femmes cisgenres aussi. Donc prudence tout de même. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Bon, donc il revient. Non, où est-ce qu'on en était? Oui, vous discutez contraception avec lui, mais il est là face à vous, il vient pas souvent en consultation. Est-ce que vous abordez d'autres points avec cet homme trans de 25 ans? Est-ce que vous lui dites, bon, il n'y a pas de suivi gynécologique nécessaire, au revoir monsieur? Est-ce que vous lui dites, ah, attendez, vous avez 25 ans, des rapports sexuels, il va falloir commencer la surveillance du cancer du col de l'utérus? Est-ce que vous expliquez aussi la palpation mammaire? Je vous rappelle qu'il a eu une mammectomie, donc une torsoplastie, donc bon, lui, il vous dit qu'il a plus de sein. Discuter la contraception, ça on en a parlé, et dépistage des IST. Ok, ça se stabilise, ça marche. Bon, effectivement, il faut aborder tout ça comme sujet. Je rappelle que cet homme trans, il n'a pas été opéré, il a son utérus, il a 25 ans, il a un col d'utérus, il va falloir faire quelque chose, d'autant plus que s'il a fait son changement d'état civil, il ne va pas recevoir le dépistage organisé. Et les IST, oui, évidemment. Par rapport au cancer du sein, ça c'est intéressant parce qu'il a eu sa torsoplastie, mais la torsoplastie, la mammectomie à but d'affirmation de genre, en fait, c'est pas une torsoplastie à but oncologique. Donc les chirurgiens ne vont pas gratter derrière la plaque aréolo-mamelonnaire et il reste quand même du tissu mammaire et donc potentiellement un risque de cancer du sein. Quel est le risque de cancer du sein chez les hommes trans? La testo-cancer du sein, c'est controversé, mais il y a quand même des récepteurs aux androgènes qui ont été décrits dans des cancers. Avec cette étude-là, une grosse étude de registre hollandaise qui est parue il y a quelques années,
Sur 1229 hommes trans, ils ont regardé les hommes trans traités, etc. Et ils ont croisé avec leur registre de cancer et ils ont trouvé 4 cancers invasifs. euh, donc chez des personnes qui avaient 47 ans en moyenne, 15 ans de traitement, mais 3 après mammectomie et un pendant la chirurgie. Donc même après mammectomie, il faut faire attention. Lorsqu'on regarde en fait le risque de cancer du sein des hommes trans, il est bien inférieur à celui des femmes cisgenres, mais il est supérieur à celui des hommes cisgenres. C'est vraiment un risque intermédiaire et je pense qu'il ne faut pas les oublier. D'autant plus qu'il y a régulièrement des case reports ou des petites revues de la littérature qui décrivent l'ensemble des cancers du sein chez les hommes trans et dont presque un tiers qui sont diagnostiqués après mastectomie. Pardon. Donc, qu'est-ce qui est recommandé à l'heure actuelle? Alors, pas dans les dernières recommandations françaises, mais dans les recommandations internationales, c'est qu'il faut quand même surveiller au moins par clinique annuelle. Derrière, au niveau de la plaque aréolo-mamelonnaire, il faut juste avertir les hommes trans et leur dire, mais si vous sentez un jour quelque chose, il faut consulter, aller faire une échographie. Les autres cancers gynéco, on en a parlé juste avant, et en particulier, moi je pense que c'est vraiment ces deux cancers-là qui vont être au centre de l'attention sur les prochaines années chez les hommes trans. C'est le cancer du col, d'autant plus que Clémence vous en a parlé avant, mais la population trans, elle est plus à risque d'avoir des frottis anormaux. Il y a une atrophie de la muqueuse vaginale qui doit avoir un impact aussi sur la présence de l'HPV. Mais en fait, c'est une population qui échappe à la surveillance du cancer du col, soit parce qu'elles ont fait leur changement d'état civil, soit parce qu'elles ne vont pas chez la gynéco, soit parce qu'elles ne savent pas qu'il faut aller chez la gynéco, ou qu'elles sont stressées et ils ne veulent pas aller chez leur gynéco. Bref, et je pense que c'est une population qui va grandement bénéficier des autoprélèvements HPV. Et je pense que parmi vous toutes là, il y en a plusieurs qui ont fait leur thèse. En tout cas, je sais que Clara, avec qui j'ai travaillé, elle a fait sa thèse sur le suivi gynéco des personnes trans. Et ce sont en partie, enfin, dans je sais pas, 90% des cas, c'était des hommes trans qui ont répondu à notre questionnaire. Et peu savent qu'il faut surveiller et encore moins font réellement cette surveillance. Et on reçoit régulièrement, donc peut-être qu'il y a d'autres personnes connectées là, des questionnaires pour des thèses en particulier sur ce sujet-là, et je pense que c'est hyper intéressant. Donc on verra les résultats. Et l'endomètre, on en a déjà parlé, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Clairement, l'endomètre, on ne sait pas, jusqu'à présent, on n'a pas beaucoup de recul sur des grandes populations d'hommes trans qui n'ont pas été opérés de l'hystérectomie. Donc voilà, il n'y a pas de recommandation il n'y a pas de recommandation de dépistage systématique, mais je pense que quelqu'un qui se met à saigner, il faut aller voir ce qui se passe au niveau de l'endomètre, surtout si ça fait plusieurs années qu'il est traité par testostérone. Alors, l'autoprélèvement pour le dépistage HPV est-il interprétable chez les moins de 30 ans? Alors non, il n'y a pas, en tout cas trans, il n'y a pas de recommandation qui dit ça, mais je pense que c'est toujours mieux que rien du tout. Alors bon, entre 25 et 30 ans, bon, il vaut mieux faire un test, une cytologie, mais de toute façon, c'est des personnes qu'on ne voit pas et qui veulent pas, et ils veulent juste, ils acceptent de faire des autoprélèvements, donc bon, c'est déjà ça. Après, il faut les avertir que si on voit que l'HPV est positif, il va falloir aller voir le col, etc. Enfin, voilà, il faut leur expliquer aussi tout ce que cela va induire comme potentiellement examen suivant, parce que la colposcopie, c'est quand même un examen qui doit être réfléchi pour eux. Mais bon, on fait comme on peut. En tout cas, je pense qu'il n'y a pas de recours disant qu'il faut faire ça, mais je pense que c'est une population qui, même si c'est pas parfait, gagnera à réaliser des autoprélèvements. Et l'ovaire, on en a parlé juste avant, il est pareil, il n'y a pas de dépistage systématique. Honnêtement, on ne sait pas trop ce que ça devient. Il y a quelques données sur l'analyse histologique des ovaires après testostérone, traitement par testo pendant longtemps, et on a l'impression qu'il y a quand même quelques modifications, un peu plus de fibrose, etc. Mais honnêtement, il n'y a pas encore de données dans la littérature pour dire qu'il y a un potentiel risque de cancer de l'ovaire. Voilà par rapport aux hommes trans, il y a cette belle revue qui est en français, qui est parue en 2022 et qui reprend un peu tout sur la surveillance conseillée
gynécologique des hommes trans. Et donc, je vous conseille, enfin, bon, là, vous avez le tableau récapitulatif, mais ce papier, il est assez agréable à lire et ça résume bien tout ce que vous devez savoir lorsque vous allez avoir des hommes trans en consultation. Et vous allez avoir plus d'hommes trans en consultation que de femmes trans en réalité, je pense. Alors, non, on fait pas de mammographie. Alors, ça dépend. Donc, la question, c'est est-ce qu'après 50 ans, on fait une mammographie? Si l'homme trans a. Donc, il n'y a pas de recommandation claire. S'il n'a pas fait son changement d'état civil, à 50 ans, il va recevoir sa mammographie pour son dépistage organisé. Et s'il n'a pas eu de torsoplastie, il faut qu'il la fasse. S'il a fait son changement d'état civil, s'il a eu une torsoplastie, ce qui est proposé, parce que recommandé c'est un peu fort, mais ce qui est proposé par les différentes recommandations internationales, c'est une palpation annuelle. En revanche, s'il n'a pas fait de torsoplastie, eh bien, dans ce cas-là, une imagerie est recommandée, effectivement. Mais tu vois, il ne fera pas partie du dépistage organisé puisqu'il sera homme pour la Sécu. Je ne sais pas si Noémie est arrivée. Sinon, on peut, si vous voulez, on peut enchaîner. Le deuxième est un peu plus court. Deuxième cas. Et comme ça, après, vous ferez fertilité avec Noémie. Ça vous va? Ouais, je suis arrivée, mais ça me va très bien que tu finisses, Virginie, c'est parfait. Ok. Bon, allez, on va se dépêcher du coup. Donc là, sans surprise, on va plutôt recevoir une femme trans en consultation de 28 ans qui est hormonée depuis l'âge de 23 ans. Elle est sous Provamès 4 mg par jour et à stade de cyprotérone. Elle fume, elle a des migraines depuis un an, elle a des antécédents de phlébite et d'embolie pulmonaire chez la maman et elle a un IMC à 20,9. Ok, donc vous voyez venir ma question. Quelle est votre conduite à tenir devant son oestrogénothérapie? Il faut lui dire d'arrêter le tabac, on va augmenter sa dose de Provamès, on va diminuer sa dose de Provamès, on va modifier la voie péroste pour la voie transdermique, ou on arrête l'hormonothérapie parce que c'est une contre-indication. Ah, et puis là, j'ai enlevé le timer. Bon. Ok, super. Bon, c'est très bien, effectivement. Il est difficile quand même de dire à quelqu'un on arrête l'hormonothérapie, c'est contre-indiqué. Heureusement, ça arrive pas souvent. Ce que Clémence disait tout à l'heure, à part d'avoir soi-même un cancer hormonodépendant du sein, par exemple, ou moi, l'autre situation, mais c'est parce que je suis plus cardiovasculaire, mais avoir fait un infarctus ou un AVC, c'est un peu difficile. Mais bon, on essaye de se creuser la tête pour y trouver une hormonothérapie qui permettra de soulager quand même sa dysphorie de genre. Bon, quoi qu'il en soit, chez elle, on arrête le tabac et évidemment, on modifie la voie péroste par la voie transdermique. Qu'est-ce que vous faites par rapport à l'anti-androgène? Vous arrêtez l'hormonothérapie? Je vous rappelle qu'elle a des migraines quand même, cette dame, depuis un an. Vous faites une IRM cérébrale car elle a des migraines récentes et vous recherchez un méningiome, elle est sous acétate de cyprotérone. Vous remplacez l'acétate de cyprotérone qui s'appelle l'androcure par un analogue de la GnRH. Vous augmentez la dose à 100 mg par jour d'androcure ou anti-andro quoi? Je comprends rien à cette question. Parfait. Il y a quelques années, enfin il y a 15-20 ans, l'androcure, on le donnait facilement à 100 mg par jour dans cette situation. En réalité, par expérience, avec un demi-comprimé, donc 25 mg, ça suffit largement à bloquer l'axe gonadotrope, donc la testostérone, et même dans d'autres pays, en particulier les pays nordiques, ils ont du 10 mg d'androcure, mais qu'on n'a pas. Bref, donc 100 mg, c'est hors de question. C'est pas la peine. Ok, donc on va lui prescrire une IRM et on va remplacer l'acétate de cyprotérone. Donc l'histoire de méningiome et acétate de cyprotérone que vous connaissez toutes, eh bien en fait ça a débuté avant la publi de l'ANSM, enfin de la CNAM, ça a débuté par des case reports comme ça. Et c'était des personnes, alors à l'époque on appelait transsexuels, vous voyez, ils avaient 100 mg pendant 10 ans, enfin voilà, c'était des doses d'acétate de cyprotérone énormes. Et ils avaient des beaux méningiomes qui diminuaient à l'arrêt de l'acétate de cyprotérone. C'était assez, voilà, déjà assez illustratif. Je vous rappelle que c'est hors AMM, mais on peut le donner malgré tout.
L'IRM pré-thérapeutique est à réaliser, on respecte les recommandations de la prescription d'Androcur malgré tout. Et l'idée, c'est de donner à la dose minimale la durée la plus courte possible, de toute façon jusqu'à une chirurgie. Honnêtement, les hommes trans font de moins en moins de chirurgie d'affirmation de genre. Les femmes trans, elles font quasiment encore toutes, beaucoup font la chirurgie d'affirmation de genre, c'est-à-dire la vaginoplastie avec l'orchidectomie. Et donc, assez rapidement, on n'est plus obligé de leur donner un anti-androgène. Le bicalutamide comme anti-androgène, moi, j'ai pas l'habitude de le donner dans les recommandations internationales. Il n'est pas recommandé parce qu'il n'y a pas assez de données et parce qu'il y a eu des hépatopathies avec. Et donc, voilà. Je sais que c'est une prescription qui est faite par certains collègues. Moi, j'ai pas l'habitude et vu qu'ils ne le recommandent pas, ils disent de ne pas le prescrire puisqu'on a d'autres possibilités. Moi, je le prescris pas. Bon, vous connaissez, je vais vite sur cette étude qu'on a déjà, que vous avez vue, je pense, des dizaines de fois pendant votre internat, avec l'association entre la prise d'Androcur, la dose, la durée et l'âge de début d'Androcur et l'apparition de méningiome, avec une diminution du volume de la majorité des méningiomes à l'arrêt du traitement. Et donc, on respecte tout à fait, hop, je passe, les recommandations. Honnêtement, moi j'ai changé ma pratique dans cette situation. Je donne maintenant beaucoup plus facilement du décapeptyle, alors qu'il y a 5-6 ans, je prescrivais de l'Androcur parce que ça marche quand même très bien, l'Androcur. Ça va baisser la sécrétion de testo et ça va bloquer la testostérone périphérique sur le récepteur aux androgènes. Mais finalement, avec le décapeptyle, on arrive à freiner suffisamment la testostérone et donc voilà. Mais c'est toujours une possibilité dans cette indication, en sachant que c'est ORM. Bon, elle souhaite la vagino, mais elle a peur, il vous demande les risques de cette chirurgie. Le risque, c'est que y a une perte de la profondeur du vagin ou du diamètre de la cavité vaginale par la suite, une sténose. Il n'y a aucun risque, allez-y. Fistule urétrovaginale, vaginorectale, dysménorrhée. Parfait. Bon, il y a toujours des risques de toutes les chirurgies, ça on le sait, donc on peut jamais dire jamais. Et les risques principaux, c'est la sténose, donc c'est des personnes qui vont devoir poursuivre leur dilatation vaginale par la suite, sauf si elles ont ensuite une vie sexuelle avec des rapports avec pénétration vaginale qui maintient la dilatation, mais sinon il va falloir leur dire qu'elles doivent faire des dilatations régulières et évidemment toutes les fistules, etc., qui peuvent exister. Et donc, un examen gynécologique peut être quand même adapté chez les femmes trans. Il peut y avoir des dyspareunies, des infections urinaires plus fréquentes par question d'anatomie lors de la chirurgie de vaginoplastie et donc l'observance de dilatation vaginale qui est donc importante pour éviter les sténoses. En gros, surtout, s'il se passe une complication quelconque, il faut réadresser la patiente vers le chirurgien qui l'a vue parce que souvent, ça nécessite une reprise chirurgicale. Elle revient vous consulter 12 ans plus tard car elle a senti une boule dans le sein. Elle a 40 ans, elle a un IMC à 21, elle n'a pas sevré son tabagisme. Elle a eu sa vaginoplastie il y a 8 ans, elle a eu des prothèses mammaires il y a 6 ans et elle prend donc œstrodose, 2 pressions par jour. Vous aviez changé la voie Péros pour du transdermique, heureusement, et elle n'a plus d'anti-androgène puisqu'elle a eu sa vaginoplastie, donc son orchidectomie. Vous l'examinez, vous palpez effectivement une masse mobile, indolore, bien délimitée de 2 cm. Il n'y a pas d'adénopathie. Que lui proposez-vous? Rien, cliniquement ça ressemble fortement à un fibroadénome. Il faut lui faire une imagerie mammaire, une consultation chez le chirurgien qui lui a posé des prothèses, vous en savez rien, un arrêt immédiat de son traitement hormonal, une consultation avec un collègue car vous n'avez pas d'idée de ce qu'il faut faire. Ok.
Bon, le traitement, alors bon, il faut faire une imagerie mammaire, ça on est tous et toutes d'accord, c'est une évidence. Il ne faut pas dire que cliniquement, je ne sais pas qui arrive à dire que cliniquement c'est bénin, une boule dans le sein à 40 ans. Donc voilà, on va s'aider d'une imagerie mammaire. L'arrêt immédiat de son traitement hormonal, honnêtement, c'est difficile dans cette situation-là d'arrêter le traitement hormonal. Elle va se retrouver en hypogonadisme profond. Clairement, je pense que si vous arrivez à lui avoir, ou si elle a une imagerie rapide et que vous la voyez dans les 2 semaines, enfin voilà, pas longtemps après, je pense que vous pouvez lui poursuivre son traitement hormonal. Si vous avez le moindre doute clinique de quelque chose de cancéreux, bah oui, il faut lui dire que arrêtez. Après, vous voyez avec elle. Vous pouvez, ça dépend vraiment de chacune. Il y en a qui vont avoir peur, qui vont préférer arrêter pendant 2 semaines et peut-être avoir des bouffées de chaleur et un syndrome climatérique important pendant 2 semaines, mais elles seront rassurées. Il y en a d'autres qui vont dire, je vais avoir l'écho après-demain, je continue pendant 2 jours. Bon, quoi qu'il en soit, il fallait explorer ce nodule. Vous faites votre écho, donc ça évoque un fibroadénome mammaire ACR3, vous faites la surveillance, c'est reclassé ACR2, vous êtes rassuré et elle aussi. Cependant, le petit topo sur cancer du sein chez la femme trans cette fois-ci, donc bon, je vais me répéter, mais il y a peu de données chez la femme trans, il y a quelques case reports, etc. Mais on commence à avoir quand même des études épidémiologiques sur des cohortes, avec des études en particulier hollandaises, et il y en a 2, sur 2307 femmes où il y a eu 2 cancers. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des cancers qui arrivent après quand même pas mal de temps d'hormonothérapie. Et donc ça, c'est le parallèle de l'étude dont je vous ai montré, hein, l'étude à Amsterdam. Donc ils ont évidemment regardé les hommes trans avec ces 4 cancers sur les 1229 hommes trans, mais ils ont regardé évidemment les femmes trans. Ce qui est intéressant, c'est que aux Pays-Bas, en fait, 95% de la population trans qui est traitée par voie officielle, en tout cas, est traitée dans un seul centre. Donc ça représente quand même assez bien la population transgenre de leur pays. Et ils ont croisé ça avec le registre national de cancer du sein. Donc, chez ces patientes-là, chez ces 2000 et quelques, il y a eu, vous allez voir, une quinzaine de cancers. Ce qui est intéressant à voir, c'est que finalement, le taux d'œstradiol et de testostérone était dans les clous. Ce ne sont pas des personnes qui sont surdosées par œstradiol. Et donc, il y a eu 15 cas de cancer invasifs, 3 non invasifs. Ils sont dans la grande majorité RH positifs. Il n'y avait pas de différence dans le taux d'hormones chez les femmes trans ayant eu un cancer versus celles indemnes de cancer. Il n'y avait pas de surdosage. Et en tout cas, on émet un risque standard, enfin une incidence de cancer du sein qui est 46,7 fois plus élevée que les hommes cisgenres, mais 0,3, donc moins élevé que chez les femmes cisgenres. Donc on se retrouve un peu comme les autres transgenres sur un risque intermédiaire. Mais ce qui est un peu moins embêtant que pour les hommes trans, c'est que ces femmes trans, en fait, elles vont avoir fait leur changement d'état civil et donc elles vont avoir le dépistage individuel, le dépistage organisé à partir de 50 ans et plus de 50 traitements. Elles vont recevoir leur dépistage organisé pour faire leur maman. Mais bon, ce qui est recommandé, c'est qu'à partir de 50 ans et 50 traitements, il faut faire un dépistage par imagerie tous les 2 ans. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, je vous en ai parlé tout à l'heure, ces femmes, elles vont avoir une prostate en place. Donc, il va falloir commencer à apprendre, c'est un peu rigolo, mais c'est comme ça, commencer à apprendre à dépister le cancer de la prostate chez nos patientes. Voilà, donc ils nous disent que c'est par examen clinique. Alors franchement, palper une prostate, moi je n'ai pas trop l'habitude, et alors par voie endovaginale, encore moins. Et en plus, chez des personnes qui sont traitées par anti-androgènes, donc la prostate serait plutôt petite, encore moins. Mais bon, voilà, donc on verra dans quelques années comment est-ce qu'on va faire pour dépister ces maladies prostatiques. Probablement qu'on va quand même céder des PSA avec un seuil qui semblerait être abaissé parce que elles sont sans testostérone, et donc il y a une équipe américaine qui propose une seule, hein, donc c'est pas une recommandation, c'est plutôt une proposition de s'affoler, en tout cas de faire des examens complémentaires lorsque les PSA sont supérieurs à 1 nanogramme par ml et pas 4. Voilà, en tout cas il faut y penser. Donc, chez la femme trans, et je crois que j'ai terminé, on pense au cancer du sein, au cancer de la prostate. Je n'ai pas parlé de l'os, mais il faut surveiller l'os, que ce soit chez l'homme trans ou la femme trans, à partir du moment où ils ont eu leur gonadectomie, en fait,
S'ils sont très bien traités, qu'ils ont une observance parfaite de leur traitement d'affirmation de genre, dans ce cas-là, leur hormonothérapie d'affirmation de genre, dans ce cas-là, l'os semble être protégé. Mais à partir du moment où il peut y avoir une mauvaise observance, il y a une déminéralisation osseuse qu'il va falloir dépister et traiter. Chez les femmes trans, attention au risque de méningiome avec androcure et surveillance du néovagin. Donc, c'est des patientes qu'on peut voir en consultation, évidemment, pour surveiller ça, vérifier que les autodilatations sont bien faites, etc. etc. Et en parallèle du tableau des hommes trans, il y a le tableau des femmes trans dans la publi de Briette. Et donc, je vous conseille aussi de peut-être regarder le tableau et de l'avoir en tête lorsque vous verrez des personnes trans en consultation. Et voilà, je reste à votre disposition pour des questions. Je crois que je vais terminer. Je sais pas. Est-ce que vous en avez, vous voyez, vous recevez des personnes trans en consultation? Pas trop. Et vous avez pas du tout. Ah oui, d'accord. Ok. Ah oui, rarement. Bon, je pense que si vous vous installez en ville, en fait, la population trans, elle est en pleine expansion. Alors certes, quand on regarde la valeur absolue, ça fait encore peu, une proportion faible dans la population, mais en fait, tout de même, je pense que vous allez tous être amenés à suivre des personnes trans, en particulier, je pense, des hommes trans qui vont venir pour le dépistage de cancer du col, pour la contraception. Et alors, je pense que Clémence et Elodie, vous en parlez. Là, je rebondis sur Tania. On ne sait pas vraiment comment faire. Je pense qu'il faut être surtout accueillant et puis il faut leur dire de temps en temps, bah écoutez, voilà, on apprend avec vous. Il faut les genrer dans le genre que eux souhaitent. Ça fait déjà beaucoup pour eux. Et puis après, on va se former comme vous faites. C'est chouette, c'est bien. Ah d'accord, Noémie, elle est plus là? Ah bah parfait, alors, on va pouvoir papoter encore un peu plus. Bon, bah tant mieux si ça vous